Heureux de vous retrouver. C'est parti pour une nouvelle saison de Maghreb Orient Express. Allez, on commence avec une question. Que peuvent les mots, la littérature, la musique dans une région tourmentée? On l'a vu, vous l'avez vu cet été, en particulier en Syrie. Et ce n'est pas fini, hein, ça continue hélas. Il y a également l'Égypte, il y a la Tunisie. Avec nous dans MOE aujourd'hui, trois artistes d'horizons différents. Amel Zen, certains la connaissent sans doute très bien, d'autres vont la découvrir. Amel, c'est la chanteuse qui cartonne en ce moment en Algérie. Merci d'être avec nous. Votre premier album est sorti cet été. Vous étiez récemment en concert au Pays Basque espagnol. Vous le serez bientôt à Alger, la capitale algérienne. Saber Mansouri, historien, helléniste, disciple de Pierre Vidal-Naquet, spécialiste de la Grèce antique et aujourd'hui romancier. Je suis né 8 fois, c'est aux éditions du Seuil. Bienvenue à vous. Un livre que vous allez d'ailleurs bientôt présenter à Tunis. Ce sera très exactement du 7 au 16 octobre. Et puis dans cette émission, un détour par l'Égypte où nous attend Nayer Nagui, chef d'orchestre et directeur de l'Opéra du Caire. On vous retrouve dans quelques instants. Merci d'être avec nous. C'est donc la rentrée. On commence sur une note un peu légère. Quoique vous allez voir, pas tant que ça, vous allez comprendre pourquoi. En attendant d'en parler, place à la musique. Alors Amel Zen, c'est l'un des 12 titres de votre album que l'on peut dire éponyme, hein, puisqu'il s'appelle Amel Zen. Cette chanson, on l'a beaucoup entendue ces dernières semaines en Algérie, c'est le tube, c'est ça? Bonjour Mohamed, ravi de déjà faire partie de votre plateau et je vous remercie pour l'invitation. Effectivement, Kani Rolli, au fait, c'est le deuxième single d'Amel Zen, donc sorti récemment donc, sur l'album éponyme. C'est le single que j'ai clippé, donc du clip qu'on vient de voir. Ça raconte un peu une histoire, une relation d'amour sur un air assez moqueur. C'est de l'autodérision, en fait. Je raconte un peu le quotidien d'un couple qui essaye un peu d'exercer son pouvoir. Au fait, le pouvoir, ça reste le débat du siècle, malheureusement. Et voilà, d'un air assez algérien. Ça veut dire, il me disait, c'est en fait... Il me disait qu'il m'aimait. Un beau parleur, hein, voilà. Oui, un loser, un beau loser. C'est ça qui promet monts et merveilles. Alors, c'est donc léger, jazzy, un peu entraînant, mais les paroles, donc on l'a dit, ne sont pas anodines. Saber Mansouri, les femmes, vous connaissez. Ce que je veux dire, c'est qu'il en est beaucoup question dans votre livre. Vous avez... vous racontez l'histoire donc de Massir qui a grandi avec cette sœur, en fait. Oui, en fait, qui vient au monde après cette sœur. D'ailleurs, c'est par cette raison qu'il est né 8 fois. Ce garçon, on le suit tout au long de son parcours, de sa naissance jusqu'à l'âge de 24 ans. Il est né à la Montagne Blanche, une région qu'on situe dans le nord-ouest de la Tunisie. Personnage central hein, de votre roman, cette fameuse montagne blanche. Personnage central qui, dans son roman, devient en quelque sorte le nombril du monde, une région détentrice d'une histoire méditerranéenne, une histoire tunisienne, une histoire algérienne, une histoire française aussi, parce que il faut rappeler que c'est une région frontalière, qu'à la suite du soulèvement de l'Est algérien dans les années 70 du 19e siècle. 1870. Hein. Donc l'état-major et surtout un homme politique très remarqué de l'époque, Gilles Ferry, avait dit il faut faire la campagne de Tunisie pour mieux maîtriser la belle acquisition algérienne, parce que tout simplement les résistants algériens passaient de l'autre côté de la frontière, c'est-à-dire ils passaient dans le nord-ouest de la Tunisie. Côté tunisien. Ouais.
Alors, je vais lire un extrait, sans plus attendre. Il y a la musique, mais il y a aussi donc l'écriture. La maison était située sur une colline placée entre la montagne et les champs de blé, d'oliviers et la forêt. Elle donnait à voir un paysage sublime, l'horizon l'unique, car enfant, je fus longtemps persuadé qu'il n'y avait absolument rien au-delà. Pour moi, c'était le monde, l'univers où l'autre n'était que cette belle nature aimante. Il est question donc ici à Malzen de nostalgie. Vous, la nostalgie, vous en parlez aussi dans vos chansons. Oui, il y a le premier titre qui s'intitule L'IM, écrit par Msaoud Agran et composé par Yanis Djama. Donc, je reviens un peu à l'enfance, à cette période lointaine où tout était certain, tout était à portée de main. L'innocence de l'enfance aussi, dont nous parle aussi Saber Mansouri. Que j'ai décrit sur un air très chabi algérien. Alors, je suis né 8 fois, hein, donc 7 sœurs, c'est le dernier de la fratrie. Aussi parce que Massir, il a plusieurs activités. J'ai envie de dire un peu comme tous les deux. Allez, on laisse encore un petit peu le suspense, on va comprendre pourquoi plusieurs quarts à votre arc. Il a plusieurs activités en étant déjà très petit. En fait, c'est un enfant très doué, c'est un commerçant hors pair parce que tout en allant à l'école, au collège, il exerce à tour le métier de vendeur d'eau à la criée, de boissons gazeuses. Il est chercheur très doué d'une espèce d'escargot qui s'appelle Helix aperta. Ah, c'est très précis, je ne la connaissais pas. Hein. Il est suiveur de chèvres jusqu'à l'abattoir, pour ne pas dire gardien de chèvres. Il est vendeur de journaux au kilo. Il est fripier et il devient, je ne sais pas si c'était il devient professeur d'histoire et de géographie. Et au fond, c'est lui qui réussit finalement à remettre la Montagne Blanche au cœur des destins de la Tunisie et par extension au cœur des destins de la Méditerranée. Parce que vous avez dit que peuvent le mot aujourd'hui face à cette inquiétude politique. Moi, je pense que les mots peuvent tout, ils ont quand même un pouvoir. Et on se rend compte, en lisant ce roman, que la Tunisie, c'est quand même un pays très ancré dans l'histoire, c'est un pays qui détient des multiples trésors, qu'ils soient humains ou archéologiques ou intellectuels aussi. Mais la Tunisie d'aujourd'hui, Saber Mansouri, pardon de vous couper, qu'est-ce qu'elle vous inspire aujourd'hui, la Tunisie d'aujourd'hui? Puisque vous le savez, c'est l'émission des révolutions, l'émission aussi des évolutions, avec le R entre parenthèses. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette situation? Je pense que les Tunisiens ont les moyens, ils sont doués pour maîtriser ce processus de transition démocratique. Ils sont capables, parce de réapprendre finalement à vivre ensemble dans le cadre d'une cité. Je pense que c'est beaucoup plus ça, réapprendre à vivre ensemble en se débarrassant de la peur et d'un pouvoir despotique, beaucoup plus que devenir démocrate tout de suite. La démocratie viendra, mais le grand défi, comment on construit une cité où tous les Tunisiens, finalement, sont les enfants de cette cité. Et donc, j'ai envie de dire qu'on arrête de polluer ce moment sensible, cette transition, par des problématiques qui viennent plutôt de la rive nord de la Méditerranée. Je pense particulièrement à la question de la laïcité. Je ne vais pas rentrer dans les détails, qui, pour ma part, ne sont pas du tout des questions typiquement tunisienne. Maintenant, est-ce que... Pour moi, la vraie question, elle est là. Est-ce qu'on a véritablement besoin d'un parti politique de tendance islamique pour devenir des bons musulmans? Ma réponse est non. Est-ce qu'un parti politique à tendance islamique peut participer au jeu démocratique, peut gouverner? Oui. Il peut gouverner si il détient les moyens de gouverner, s'il détient cet art de gouverner. Toute la question, il est là. Donc, qu'on arrête de dire, d'accord, le printemps arabe, c'est génial, etc., etc., le processus démocratique est déclenché, et il se trouve qu'il y a des partis politiques de tendance islamique qui sortent gagnants de ce jeu démocratique. Donc, on arrête de crier « Oulou ».
Alors on va voir si justement... Attention, l'ogre arrive, parce que dans ce cas-là, j'ai l'impression qu'on devient antidémocratique de ce côté-là de la Méditerranée, dès qu'il s'agit justement de cette perspective politique-là. On va voir si Nayar Nagui partage votre avis. Comme promis, on retrouve au Caire, la capitale égyptienne, le chef d'orchestre de l'Opéra du Caire. Merci d'être avec nous, Nayar Nagui. Depuis le début de la révolution égyptienne, l'opéra que vous dirigez a été très actif, très à la pointe de la contestation. D'abord contre Moubarak, l'ancien dictateur, ensuite contre le président élu Mohamed Morsi, issu des Frères musulmans. Comment avez-vous vécu cet été le renversement du chef de l'État ? Pendant cette période, c'était pas facile du tout. En fait, quand Morsi et les Frères musulmans étaient en pouvoir, ils ont commencé à vraiment à toucher l'art, à toucher l'opéra et la musique classique, en amenant ce ministre de la culture totalement médiocre qui était renversé après ça, en essayant, et on a senti qu'ils veulent changer l'identité égyptienne. Pas par la fermeture de l'opéra, ou par exemple, mais à changer, à commencer à vider le sens et le message de la musique classique et de fine arts en général. Maintenant, l'opéra revient encore une fois, après que la directrice de l'opéra est revenue encore une fois, et le début de la saison a été hier par un concert de l'orchestre symphonique. Pendant cette saison, on a beaucoup de concerts, de ballets, d'opéra. On revient petit à petit. Alors, Saber Mansouri, vous venez sans doute de l'entendre, en substance, qui me dit, Saber Mansouri, si je me trompe, il considère, allez, disons-le clairement, qu'il y a eu l'arrêt d'un processus démocratique en Égypte. On imagine, d'après ce que vous nous dites, que ce n'est pas votre cas. Vous ne considérez pas qu'il s'agit d'un coup d'État ou en tout cas d'un arrêt de ce processus démocratique ? Non, pas du tout. Ce n'est pas un coup d'État. Maintenant, on a un gouvernement qui n'est pas permanent. On va passer à des élections, je crois, pendant 2-3 mois. Je crois qu'on ira dans le bon sens maintenant. Et sur la répression, même question, ça fait débat. Deux points de vue s'affrontent. On a vu ces images terribles nous parvenir avec des corps gisant au sol. Pour les militaires au pouvoir et pour les partisans des militaires, ou en tout cas pour les adversaires des Frères musulmans, il s'agit, je cite, d'une répression contre des terroristes. On a quand même vu beaucoup de civils. Quel est votre avis à ce sujet ? Est-ce que vous n'êtes pas un peu gêné tout de même ? Je ne sais pas pourquoi le média européen, je ne sais pas si le média européen vraiment comprend ce qui se passe dedans. Quand on voit de dehors, peut-être ça a l'air que c'était contre la démocratie, le président élu et tout ce. Je peux comprendre ça, de cette idée, mais si on jette un coup d'œil sur ce qui s'était passé durant le temps que les Frères musulmans étaient en pouvoir, si on entre dans les détails et on voit comment ils ont commencé à frériser tout le gouvernement, tous les gens en pouvoir, de mettre des gens médiocres dans des postes très importants, on va comprendre que c'était un temps que des terroristes, vraiment des terroristes, étaient en pouvoir. Je ne vois pas cette partie démocratique parce qu'il n'y avait pas de démocratie du tout. On a senti que pendant 7 ans, le temps de Mohamed Morsi était exactement le même façon de temps de Moubarak, mais avec des couleurs... Nayar Nagui, l'instauration de l'état d'urgence, les Frères musulmans ne l'ont pas fait. Et il y a 2 jours, il vient d'être prorogé de 2 mois. Donc, ce qui rappelle le temps de Ben Ali, c'est plutôt ce que font aujourd'hui les militaires, non ? Pardon, j'ai pas compris. Je dis l'instauration de l'état d'urgence, ce sont plutôt les militaires qui le font, ce que les Frères musulmans, eux, n'ont pas fait finalement, non ? Oui, mais est-ce que vous voyez chaque vendredi qu'est-ce qui se passe ?
chaque vendredi, les gens qui restent des frères musulmans, jusqu'à maintenant, ils entrent, ils marchent, il y a des coups de feu chaque vendredi. On a maintenant c'est un peu contrôlé, mais ce qu'on voit chaque semaine, les choses qu'on entend, les choses qu'on voit chaque jour sur les médias égyptiens, mais c'est encore, on va jeter un coup d'œil sur cette fait vraiment terroriste, hein. C'est pas seulement ce qu'on essaye, on dit le président était élu, c'était la démocratie, mais c'était un coup d'État. Mais nous, les gens qui travaillent dans l'art, les 33 millions qui sont descendus le 30 juin, ça prouve que ce n'est pas un coup d'État. Ce sont les gens qui ne voulaient pas, encore une fois, ce pouvoir des frères. Merci beaucoup Nayar Nagui pour ce témoignage. Vous parliez donc de la mobilisation du 30 juin qui a donc abouti au renversement du président Morsi par l'armée. Saber Mansouri, je vous ai vu beaucoup réagir au cours des propos de Nayar Nagui. Peut-être une réaction ? Juste pour préciser véritablement ma pensée, donc c'est pas j'ai envie de dire que c'est pas le militant qui parle, pour ma part, c'est plutôt l'historien qui observe un processus dans le temps. J'opterais plutôt pour arrêt de processus démocratique dans cette perspective, justement, qui est née à la suite du printemps arabe. Cette perspective est la question suivante. Dans quelle mesure les Arabes, et par extension les musulmans, sont capables d'aller vers un processus d'auto-institution, d'auto-transformation, d'aller dans un processus où ils deviennent plutôt créateurs de quelque chose dès l'intérieur. Donc, d'une manière... et pas d'imposer, plaquer sur un modèle... De l'intérieur, parce que c'est ça qui est important, c'est ça qui est important. C'est réapprendre à vivre ensemble. Maintenant, il est vrai aussi que le destin de la Tunisie ne dépend pas uniquement de l'intérieur, parce qu'il faut regarder la carte. Moi, je regarde la carte. Donc, il y a bien évidemment la Libye, qui aujourd'hui, on a bombardé, on a assassiné Kadhafi, et après on a laissé les Libyens se débrouiller, sauf qu'aujourd'hui, objectivement parlant, la Libye est éclatée, donc il y a un arsenal de guerre qui se balade un peu partout, et puis aussi il y a le Mali, il y a l'Algérie, voilà. Mais en tout cas, pour revenir au cas de la Tunisie, qu'on les laisse faire, voilà, les Tunisiens. Vous n'êtes pas historienne, mais juste avant de parler, je parlais tout à l'heure de vos casquettes multiples à tous les deux. En Algérie, on en parle de l'Égypte, on imagine entre amis, en famille, c'est un sujet qu'on aborde ? On suit de très près ce qui se passe dans les pays frères. Nous avons vécu cette expérience, cette tragédie pendant 10 ans, donc on en connaît un bout. Et on se désole de voir le scénario se perpétuer dans ces pays-là. On est de tout cœur avec eux, on souhaite qu'ils puissent passer la transition vers la démocratie et la paix. Pacifiquement. Et je dirais... je voudrais insister sur l'idée suivante, c'est si on arrive à accepter nos différences dans un même sol, ce jour-là, je pense qu'on pourrait faire un grand pas. Parce que le vrai problème dans ce genre de société, dans nos sociétés, c'est l'intolérance, c'est-à-dire qu'on est différent, il faut accepter qu'on est différent, mais on combat pour le même sol. C'est l'Égypte. Accepter, par exemple, l'idée d'une femme moderne, c'est ce que vous êtes, par exemple, sans tomber dans le cliché, architecte le jour oui, et artiste à vos heures perdues, on va dire. Exact. Donc, j'aime bien. Je suis très proche de mes racines et de mes valeurs que j'ai prises de mon éducation, mais je reste ouverte sur le monde. Donc, c'est un peu cette idée de s'accepter pour vivre plus en sérénité dans une société civile. L'architecture, on imagine que quand on habite Alger, c'est quand même une ville où on peut... C'est un musée à ciel ouvert. Au fait, c'est des ambiances particulières. On passe d'une ruelle à une autre. Cet été, on a parlé pas mal de la Casbah des deux côtés de la Méditerranée, qui était quand même un peu en mauvais état. C'est un sujet, vous, qui pourrait vous intéresser. Vous pourriez apporter votre pierre à l'édifice. Oui,
j'aimerais bien participer s'il y a un projet de rénovation de notre cher Casbah, qui est un patrimoine international et mondial. Ça reste un noyau très important dans l'histoire algérienne. On se désole de voir qu'elle est un peu en ruine. Saber Mansouri, Sedan, La Montagne Blanche, Alger la Blanche, votre roman finalement il se veut universel. Oui, il se veut universel. Et, dans l'Ardèche, finalement, vous disiez. Il est fondamentalement universel, puisqu'il est vrai qu'il est habité par ce souffle universel. Et j'ai tendance à dire qu'il suffit de remplacer la montagne blanche par, je sais pas, par l'Ardèche des années 20 et 30, parce qu'il est beaucoup question d'écoles, d'instituteurs, il est beaucoup question aussi d'animaux et de ce rapport à la terre, à la nature qui construit un homme. Au fond, Massir, ce jeune enfant, il devient adulte aussi, grâce, j'ai envie de dire, parce que le lieu, la montagne blanche, lui donne à vivre, lui donne à penser. Et la montagne blanche aussi, c'est un lieu qui fait lien. On dit souvent d'ailleurs que le voyage forge la jeunesse, mais là pour le coup, vous, c'est un lieu, un site qui forge la jeunesse. Il y a le lien aussi avec l'Algérie, parce que il y a ce moment, du banquet et ce dialogue presque platonicien avec un philosophe qui se passe, le colloque qui se passe à Sakit Sidi Youssef, qui est une région frontalière, et puis il y a ce banquet qui passe à côté, enfin c'est à Tabarka, c'est ce dialogue entre Massir et le philosophe. Et donc il y a cette idée qui est très présente dans le roman, il y a une véritable fraternité finalement entre l'Algérie et la Tunisie. Il y a une histoire commune. Oui, des combattants algériens lors de la guerre d'indépendance ont franchi aussi la frontière, il y avait des bases arrières. Oui, il y a un destin commun. Et c'est pour ça qu'il est dit que, comme vous l'avez rappelé, que la Montagne Blanche, Alger et Sedan sont trois sœurs complices. Je crois que c'est un roman méditerranéen aussi au sens plein du terme. Ce n'est pas uniquement la Méditerranée, la rive sud de la Méditerranée. La Méditerranée. Mare Nostrum. Dans son ensemble. Amelzen, vous parliez s'accepter finalement sur un même sol, une même terre. Vous chantez en arabe dialectal, vous chantez aussi en berbère. Vous êtes originaire de Tipaza. Il y a notamment ce titre, Yellissi Yunayer, qui veut dire. Yuren, c'est la fille de Gouraya. En même temps, est-ce que vous êtes pour, par exemple, sur la question du linguisme de la langue, est-ce que vous pensez qu'il faut une reconnaissance pleine et entière, en Algérie par exemple, de la langue tamazir, de la langue berbère? Vous êtes favorable ou vous dites on peut la pratiquer comme en France on pratiquerait le corse, le basque Oui, je suis beaucoup sur l'identité du pays. Il faut savoir que la mazirité, c'est notre histoire, donc on doit reconnaître, et je pense qu'on a fait un peu le pas. C'est pas encore à 100%, mais on fait un pas vers la mazirité. Donc, on peut, par exemple, pratiquer des modules en amazir dans quelques facs, mais bon, ça reste un peu... Il y a des journaux télévisés aussi en berbère, oui. Oui, exact. Je revendique que l'histoire, c'est normal parce que ça fait partie de nous. On ne doit pas bannir cette composante qui est nous. Il faut sur le dire. Les prochaines dates, alors, vous serez en concert à Alger, courant septembre. Je serai en tournée à partir du 24 septembre dans l'ouest du pays. Donc, ça fera Chlef Ndefla, aussi Mostaganem, je pense, et Oran. Alors, est-ce que vous avez cet album, on peut le trouver donc en Algérie, est-ce qu'on peut le télécharger légalement sur Internet? Je vous vois sourire parce que... J'aime bien, je reviens sur le terme légal, parce qu'il y a beaucoup de piratage. Je suis en train de le rendre légal, parce que je n'ai pas encore fait la procédure sur le net. Il sera bientôt donc, sur les plateformes de téléchargement légal. Et pour l'instant, il est disponible dans les bacs. Mais c'est une passion ou c'est un métier ou les deux? Est-ce que vous pourriez un jour délaisser votre métier d'architecte pour vous consacrer entièrement à la musique? Sincèrement, c'est le rêve.
je rêverais de vivre de ma musique et pour ma musique. Pourquoi Parce pour transmettre. Parce que c'est ma Saber passion. Mansouri parlait du poids des mots, de l'importance des mots, pour aussi faire avancer les choses dans certains domaines. Bien sûr, c'est la voix de la femme nord-africaine, c'est la voix de la femme maghrébine, algérienne. Il faut qu'elle sorte des limites Ça me plaît des beaucoup ces propos, frontières. Saber Mansouri. Quand la femme prend le pouvoir comme ça, Why not? pourquoi pas? Oui, on voit les femmes, comment elles se déchaînent, comment elles combattent. Elles sont militantes comme les hommes. Ouais. Donc je dirais que c'est une Encore une fois, sans tomber dans la composante. caricature, c'est quand même un des problèmes des pays en Méditerranée. Oui. Pas forcément que de l'autre côté de la Méditerranée, Oui. mais de laisser plus de... Oui, il est vrai que, pour revenir au roman, il est traversé de bout en bout par des femmes. Ce roman, ce garçon, et je dirais ce roman, il est porté aussi par des femmes. C'est-à-dire que si on reste dans le domaine de la littérature, on constate tout simplement que la femme, pour parler avec une généralité, la femme tunisienne a quand même un rôle central. Maintenant, il y a des... progrès il y a à encore des progrès à faire. D'ailleurs, on parle souvent de la question de l'héritage, et vous, dans votre livre, eh bien, allez, on va peut-être pas tout dire, mais Massir, quand même, il a une position sur l'héritage par rapport à ses 7 sœurs, qui est plutôt exemplaire, on va dire, hein, en tous les cas. Oui, en fait, il vient au monde après 7 sœurs, et puis bon, il y a tout son parcours, on ne va pas raconter le parcours, mais à la fin, il y a ce dialogue avec le père où il lui dit Papa, j'ai envie de céder ma part Aux 7 sœurs. aux 7 sœurs. Ouais. Donc le père, ça le scandalise, mais finalement, fondamentalement, sa part d'héritage devient en quelque sorte digne, parce que... C'est ça. Digne. On va laisser la suite au lecteur en tous les cas, parce que c'est assez original en tous les cas. Merci beaucoup en tout cas Saber Mansouri. Merci à Melzen d'avoir participé à Maghreb Orient Express. On vous reverra avec plaisir dans MOE une prochaine fois. On se retrouve quant à nous dimanche prochain pour un nouveau numéro. Merci énormément de rester fidèle à Maghreb Orient Express. Réagissez vos commentaires sur les réseaux sociaux de Maghreb Orient Express. À très vite sur TV5 Monde.